Bonjour à tous, je m'appelle Alexandre Baudet, je suis docteur en chirurgie dentaire, donc chirurgien dentiste de santé publique. Je vais vous présenter donc les travaux que j'ai fait lors de mon Master 2 l'année dernière au sein de la faculté de médecine de Nancy au département d'hygiène, des risques environnementaux et associés aux soins. Je vais vous présenter mes travaux de Master 2 qui portaient sur la qualité de l'air intérieur en structure médico-sociale et libérale, à la fois la pollution chimique et la contamination microbiologique. Comme vous le savez tous, nous passons la majeure partie de notre temps en environnement intérieur, puisqu'en Europe, on passerait de 70% à 90% en espace clos, dont 30% de notre temps à travailler à l'intérieur. Malheureusement, une mauvaise qualité d'air intérieur va pouvoir avoir des conséquences néfastes sur la santé, que ce soit dû à des micro-organismes pathogènes, bactéries, virus ou moisissures, mais aussi à certains composés organiques volatiles, qui pour certains d'entre eux vont être des facteurs de risque pour des cancers ou déclencher des problèmes respiratoires comme de l'asthme, et aussi l'exposition aux particules, qui elles aussi sont des facteurs de risque pour des cancers, des pathologies cardiovasculaires et des pathologies respiratoires. Nous avons constaté que la qualité de l'air en structure médico-sociale et libérale avait été jusqu'alors très peu étudiée. C'est pourquoi nous avons fixé comme objectif principal de notre étude de décrire qualitativement et quantitativement la contamination microbiologique, chimique et particulière de l'air intérieur des structures médico-sociales et libérales à la fois sur Rennes et Nancy. Nos objectifs secondaires étaient d'étudier la variabilité spatiale et temporelle de ces contaminations en fonction des saisons, été, hiver, et des structures. En termes de méthodologie, nous avons investigué deux villes opposées en France, une à l'est, Nancy, et l'autre à l'ouest, Rennes, avec deux campagnes de prélèvement, une en été, une en hiver. Pour chacune de ces campagnes de prélèvement et dans chacune de ces villes, nous avons investigué 5 structures, 2 EHPAD dans lesquelles nous avons investigué une chambre et un lieu de vie, un cabinet de médecine générale où nous avons investigué la salle de consultation et la salle d'attente, un cabinet dentaire où nous avons investigué la salle de soins et la salle d'attente ou la salle de stérilisation, et une pharmacie où nous avons investigué l'espace commercial et une salle de préparation. Dans toutes ces structures, nous avons été rechercher un grand nombre de composés chimiques, avec 39 composés organiques volatiles recherchés, parmi lesquels des hydrocarbures aromatiques, aliphatiques, halogénés, mais aussi des alcools, cétones, terpènes, éthers, le peroxyde d'hydrogène et des aldéhydes. Nous avons recherché 13 composés organiques semi-volatiles, avec principalement des phtalates, mais aussi des muscs et pyrétrénoïdes. Enfin, nous avons mesuré les particules fines PM2,5 et réalisé des prélèvements d'air et de surface pour la contamination microbiologique, à la fois bactérienne et fongique. Nos mesures et prélèvements se sont étalés sur une semaine dans chacune des structures, du lundi matin au vendredi fin d'après-midi, avec des prélèvements faits de manière active ou passive selon les composés recherchés, et des mesures qui se faisaient sur toute la semaine dans certaines pièces, ou alors sur une demi-semaine avec changement des équipements le mercredi pour passer les équipements d'une pièce à l'autre. Concernant les principaux résultats de notre étude, pour les composés organiques volatiles, nous avons principalement mis en évidence des concentrations fortes en alcool avec l'éthanol et l'isopropanol. Ces alcools, eux, sont issus des détergents qui sont utilisés dans les structures de soins, que ce soit des détergents de surface, mais aussi les détergents pour les mains lors de la réalisation des frictions hydroalcooliques. De manière ubiquitaire, nous avons mis en évidence des aldéhydes avec en chef de file le formaldéhyde et l'acétaldéhyde qui, eux, proviennent majoritairement des matériaux de construction et d'ameublement, avec notamment les panneaux de contreplaqué et les sols vinyles. Nous avons aussi mis en évidence de manière assez fréquente du limonène, qui est un terpène qui sert à parfumer les produits ménagers. Et puis, de manière en concentration bien moins importante, nous avons mis en évidence des hydrocarbures aromatiques qui, eux, proviennent aussi des matériaux de construction et d'ameublement, mais aussi de l'environnement extérieur, avec notamment le trafic routier. Pour les composés organiques semi-volatiles, là, on est sur des concentrations bien moins importantes de l'ordre du nanogramme par mètre cube, et nous avons mis en évidence 3 phtalates et 2 muscs de manière ubiquitaire dans toutes les structures. Les phtalates, eux, sont issus des matériaux plastiques qu'on retrouve dans les matériaux de construction et d'ameublement. Et puis les muscles, donc le galaxolide et le tonalide, servent à parfumer les produits ménagers, ce qui explique qu'on les retrouve dans toutes ces structures. J'en viens maintenant à la variabilité saisonnière. Ce que nous avons pu mettre en évidence, c'est que la plupart des composés chimiques sont présents en concentration plus importante l'hiver que l'été, ce qui s'explique du fait d'une moindre aération en hiver. En fait, en hiver, on ouvre moins les fenêtres et donc on a un moins bon taux de renouvellement de l'air, ce qui explique des concentrations plus élevées en produits chimiques dans l'air. En été, on a quelques polluants qui sont un petit peu plus présents, peut-être dû à une température plus élevée qui fait qu'on a un dégagement un petit peu plus important de ces composés organiques volatiles dans l'air.
Concernant maintenant la variabilité spatiale, nous avons pu mettre en évidence un mélange complexe de composés organiques dans toutes les structures que nous avons étudiées, avec quelques spécificités. Par exemple, les cabinets dentaires vont avoir des concentrations très importantes en alcool, éthanol, isopropanol, dues à l'utilisation très régulière entre chaque patient de lingettes détergentes désinfectantes qui contiennent ces alcools pour venir désinfecter les surfaces de travail. Et puis aussi l'utilisation de solutions hydroalcooliques de manière très fréquente par les professionnels de santé. En pharmacie, là, on a des pics un petit peu plus particuliers de certains composés organiques qu'on peut notamment expliquer par les produits qu'on va retrouver en parapharmacie. Alors, ça va être les parfums qui vont être testés par les clients, mais aussi des huiles essentielles, des crèmes qui sont là en exposition et donc qui, lorsqu'elles vont être testées par les clients, vont dégager un certain nombre de composés organiques dans l'air de l'espace commercial. On en vient maintenant aux mesures en continu que nous avons pu effectuer concernant les composés organiques volatiles totaux, le CO2 et les particules fines PM2,5. Là, je vous ai mis un premier exemple sur la gauche de la diapositive où on a la salle d'attente d'un médecin. Donc là, on voit vraiment que les pollutions sont dues à la présence et l'activité humaine, puisqu'à l'ouverture de la salle d'attente à 9 h le matin, on a une augmentation franche du CO2 due à la respiration des patients qui sont présents, mais aussi des particules fines dues à la remise en suspension de ce qu'il y avait sur le sol lorsque les gens se déplacent et aussi aux particules qui vont se décrocher de leurs vêtements notamment. De midi à 13 h, c'est la pause, donc on a une diminution du CO2 et des particules fines, et à partir de 13 h, réouverture de la salle d'attente, on a à nouveau le CO2 qui va augmenter jusqu'à 19 h, où là les patients s'en vont puisque le cabinet ferme, et donc on a une diminution du CO2, donc la courbe verte sur le graphique. Sur cette plage d'ouverture de 9 h du matin à 19 h le soir, on a des composés organiques volatiles totaux, donc courbe bleue sur le graphique, qui sont présents tout au long de la journée et qui vont monter de manière un petit peu hiérarchique avec des pics qu'on peut sans doute expliquer par des patients qui vont être porteurs de parfums ou de déodorants, par exemple. Sur la droite de la diapositive, un autre exemple, une chambre d'un des EHPAD. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est aussi lié à la présence de la personne âgée. Donc à 19 h, lorsque la personne âgée va avoir pris son repas dans la partie commune de l'établissement, elle va revenir dans sa chambre. Donc là, on a le CO2, la courbe verte, qui va augmenter et qui va augmenter après tout doucement durant toute la nuit, puisque la personne âgée est dans sa chambre, dans son lit. À 8 h du matin, le personnel soignant rentre dans la chambre, ouvre la porte et va ouvrir les fenêtres. On a donc immédiatement une forte diminution du CO2 par renouvellement de l'air. Par contre, on a les particules fines PM2,5 qui vont, elles, augmenter, puisque du coup, on a une mise en suspension qui est au sol, due au déplacement des gens, et puis du coup à l'aération, qui va pouvoir remettre en suspension tout ce qui était déposé sur les surfaces. Concernant les composés organiques volatiles totaux dans cette chambre d'EHPAD, une petite chose qu'on a pu noter, c'est qu'à 16 h, on avait toujours un pic de composés organiques volatiles totaux et qu'on a pu expliquer par le passage d'une femme de ménage, en fait. Et donc, c'est l'utilisation des produits de nettoyage qui va générer cette émission de composés organiques. J'en arrive maintenant aux données de microbiologie. Donc là, je vous présente les principaux résultats de microbiologie de surface. Donc à gauche, vous avez la partie bactéries et à droite, la partie moisissures. Là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a vraiment deux univers différents. Il y a l'univers médical avec les cabinets dentaires et les cabinets médicaux. Donc à chaque fois, sur le côté gauche des figures, on a des contaminations très faibles, que ce soit en bactéries ou en moisissures, alors que dans les EHPAD et les pharmacies, on a des concentrations qui varient beaucoup plus et qui sont généralement beaucoup plus importantes que ce qu'on retrouve en milieu médical. Donc ça s'explique facilement. Les cabinets médicaux et dentaires, on a vraiment un bio-nettoyage qui est fait de manière très fréquente, notamment la plupart du temps même entre chaque patient dans les salles de soins, avec l'utilisation de produits détergents désinfectants, ce qui fait qu'on neutralise la quasi-totalité des micro-organismes. Alors que pour les pharmacies et les EHPAD, eh bien là, c'est un nettoyage avec un détergent grand public qui est fait de manière beaucoup moins fréquente, et donc c'est assez logique qu'on retrouve plus de micro-organismes dans ces structures. Enfin, en termes d'identification microbiologique, nous avons pu mettre en évidence une vingtaine de familles fongiques avec deux espèces fongiques principales, les Cladosporium et les Penicillium, qui sont des moisissures qu'on trouve généralement dans l'air extérieur, et donc ce qui est tout à fait logique, ils vont passer dans l'air intérieur par l'ouverture des portes et des fenêtres. Nous avons aussi pu mettre en évidence une quarantaine de familles bactériennes, avec principalement des Staphylococcus, des Micrococcus et des Bacillus. Donc là, toutes les espèces bactériennes qu'on a pu mettre en évidence, elles sont aussi dues à la flore environnementale bactérienne qu'on retrouve classiquement en environnement extérieur, mais aussi un grand nombre de bactéries commensales, notamment de la peau humaine. Et donc c'est assez logique, on a les gens qui sont présents dans ces structures et donc ils vont pouvoir déposer les bactéries qu'ils ont sur leur peau, à la fois sur les surfaces et repasser aussi ces bactéries dans l'air. Au niveau des bactéries, on a trouvé peu d'espèces bactériennes pathogènes. Et donc, parmi ces pathogènes, on a fait les antibiogrammes et là, on a trouvé vraiment très peu de souches résistantes aux antibiotiques. La plupart des souches bactériennes étaient sauvages, c'est-à-dire qu'elles n'avaient pas de résistance acquise.
et nous avons simplement pu mettre en évidence 5 souches de Stenotrophonas maltophilia, une souche d'Escherichia vulneris et 2 souches de Staphylococcus aureus qui étaient résistantes aux antibiotiques. Pour conclure, on peut voir que nos niveaux de contamination sont assez similaires à ce qui a pu être mis en évidence dans d'autres études françaises au niveau des bureaux, donc d'autres espaces de travail. Par contre, ces niveaux de contamination sont plus élevés que ce qu'on retrouve en milieu hospitalier. Donc, il y avait 2 hôpitaux qui avaient été étudiés en France. Et en fait, là, on l'explique assez facilement du fait que dans les hôpitaux, on a vraiment un gros taux de renouvellement de l'air avec des centrales de traitement de l'air très performantes, ce qui fait qu'on a du coup une pollution qui est bien moins importante dans l'air. Par contre, on peut voir que dans nos structures médico-sociales et libérales, les niveaux de contamination sont généralement moins élevés que ce qu'on peut retrouver dans les logements français. Donc finalement, c'est plutôt rassurant. Les structures médico-sociales sont des lieux où il fait bon travailler et il n'y a pas de risques qui ont été identifiés pour la santé des personnes exposées, puisque nos contaminations sont inférieures aux valeurs guides de l'air intérieur et inférieures aux valeurs limites d'exposition professionnelle. Je vous remercie pour votre attention et je vous invite à déposer vos questions sur la plateforme pour que je puisse y répondre par la suite. Merci.